Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de 1 heure pour comprendre. Vous avez été nombreux à suivre donc le cycle de webinaires qu'on avait testé en fin d'année au sein de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, et fort du succès et des retours positifs que nous avons eus. Donc on repart sur un cycle de webinaires cette année et Paul Quistin nous fait l'honneur d'animer et d'intervenir sur ce deuxième webinaire qui sera ce soir dédié aux enjeux de la construction et de la vérification parasismique. Paul est impliqué depuis très longtemps dans le domaine parasismique. Il est lui-même expert et ingénieur génie civil. Il est également vice-président de l'Association française du génie parasismique depuis près de 8 ans. Et j'ai eu la joie et l'honneur de travailler quelques années à ses côtés. C'est un grand plaisir de pouvoir l'accueillir. Il va bien sûr intervenir en tant qu'expert, mais également en tant que responsable de céologue, dont il nous parlera tout à l'heure. Vu qu'on n'a qu'une heure ensemble, je ne vais pas parler plus longtemps. Vous pouvez bien sûr vous renseigner sur notre association et venir rejoindre nos rangs parmi les membres pour être actifs et développer la culture du risque en France. Paul, je te laisse la parole pour à peu près une quarantaine, 45 minutes maximum pour pouvoir échanger avec l'ensemble de nos participants, sachant qu'on avait un grand nombre d'inscrits, plus de 140 inscrits. 50% de communes et d'intercommunalités avaient choisi de participer, 25% d'entreprises et associations, 20% de réserves communales de sécurité civile, de services de secours, et puis 5% de particuliers et étudiants. Paul, c'est à toi. Bonjour, merci Ghislaine pour cette introduction. Bonjour à Laurence et à tous les participants à ce webinaire. Donc c'est pour moi une grande fierté et une joie de participer. Deuxième pour l'année 2024, donc merci à la FPCNT pour cette possibilité, cette opportunité. Donc du coup, moi, je vous parlerai des enjeux de la construction et vérification parasismique. Donc on parlera un petit peu notamment d'actualité sur les règles parasismiques, les attestations sismiques qui sont obligatoires depuis le 1er janvier 2024. Et on fera un petit retour, on fait vers la fin, sur le CPMI et le logiciel LCDP65 CPMI. Voilà, donc on va démarrer. Je pense qu'on est à l'heure, donc on peut continuer, démarrer la présentation. Voilà, donc déjà parlons de risque sismique en France et notamment de l'ALEA. Donc ce risque sismique concerne bien sûr l'ensemble des constructions, comme vous voyez, aussi bien des maisons individuelles que des bâtiments un peu plus grands, aussi bien publics que privés, et de tout type de techniques de construction. Donc si on fait un petit point sur l'ALEA, c'est la slide suivante. Voilà, donc ça c'est le zonage sismique de la France depuis l'arrêté du 22 octobre 2010 qui montre en fait les zones sismiques, notamment les zones 3, 4 et 5 sur lesquelles on va insister. La zone 2 aussi étant une zone sismique, mais avec une obligation que pour les ouvrages de catégorie d'importance 3 à 4, donc les catégories d'importance où il y a beaucoup de monde ou qui sont nécessaires à la gestion de crise. Les autres zones 3, 4, 5, toutes les catégories d'importance sont concernées par la construction parasismique. Donc quand on regarde la carte de la France, quand même, on voit qu'il y a beaucoup de zones et donc de communes qui sont concernées par le sismique et donc du coup pour lesquelles on doit faire une construction parasismique. Et je rappelle que c'est une réglementation, donc c'est une obligation de suivre la réglementation parasismique via les décrets et les arrêtés qui ne peuvent pas être dont on ne peut pas faire l'impasse quand on fait une construction en zone sismique. Donc sur la slide suivante, vous allez voir un petit peu le risque sismique en France. Alors je n'ai pas fait de retour sur ce qui se passe aux Antilles, parce qu'on aurait pu parler du séisme de novembre 2004 au Saintes, en Guadeloupe, ou le séisme Nord-Martinique de 2007. On va rester sur la France hexagonale, où on a eu quand même des petits rappels à l'ordre ces temps-ci, notamment le séisme du Teil du 11 novembre 2019, avec les caractéristiques que vous voyez ici en termes d'aléas sismiques. Et le séisme de la Lagne de Charente-Maritime du 16 juin 2023, où il y a quand même des frayeurs. Et voilà. Donc on se rend compte quand même que l'activité n'est pas
que dans la zone 5, on a quand même des zones sur la France hexagonale où on a une activité sismique qui nous rappelle, je dirais pas des bons souvenirs, mais en tout cas au bon souvenir du fait qu'on doit construire parasismique quand on est dans une zone sismique. Et souvent, ce sont les petits ouvrages qui en prennent un coup parce qu'ils ils peuvent ne pas ou ne sont pas construits avec le respect de la réglementation et les dispositions sismiques qui sont dans les normes nécessaires. Voilà. Donc c'était un petite piqûre de rappel pour dire que voilà, c'est pas de la virtualité. On est dans un monde où ça bouge et on a de temps en temps des rappels à l'ordre de la nature où on doit prendre en compte ce risque sur la France entière. Donc slide suivante. Voilà. Donc du coup, après avoir fait cette petite introduction, donc pour vous montrer qu'on est bien dans un sujet qui concerne beaucoup de communes en France, hexagonale et en France dans les DOM, Antilles et Réunion notamment et Mayotte. Comme vous le savez, il y a des modifications au fur et à mesure d'arrêtés ou de décrets qui sortent au fur et à mesure du temps et qui viennent consolider l'armada déjà législative sur les normes, les règlements, les lois, etc. et les normes qui vont aider à construire parasismique. Donc moi, je vais faire un petit zoom sur les dernières en date. Ce sont les attestations sismiques avec les décrets, les arrêtés et la définition d'un attestateur. Donc déjà, on va passer par la première étape, ce que le code de la construction et de l'habitat a été modifié pour obliger à faire des attestations sismiques. Donc, on va prendre la slide suivante. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs décrets. Un premier décret en décembre 2023 qui modifie le régime des attestations ces attestations sont à fournir lors du dépôt du permis de construire et lors de la déclaration d'achèvement des travaux. Le décret du 12 décembre 2023 a été ensuite mis en application par l'arrêté du 22 décembre 2023 qui, cette fois-ci, donnait le contenu de l'attestation sismique au dépôt de permis de construire et lors de la déclaration des travaux. Et donc, du coup, pourquoi on parle de ça et pourquoi je vous le présente aujourd'hui? C'est parce que, en fait, ces éléments-là vont vous permettre de comprendre on a un aléa, on a un risque derrière, et derrière, comment on va justifier d'une construction parasismique et quelles sont les modalités d'application des règles parasismiques et du coup, derrière, forcément, du contrôle de la mise en œuvre de ces règles-là. Et le dernier décret que j'ai mis juste en partie basse, là, c'est le décret qui définit les conditions d'agrément des bureaux d'études. Bon, ça, c'est à savoir qu'il y a des nouveautés aussi à ce sujet. Donc, si on prend la suite, la première chose, au niveau du code donc du CCH, hein, donc voilà, on nous dit à l'article L122.8, au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage, alors on parle bien du maître d'ouvrage, fournit un document attestant du respect au stade de la conception des règles, alors il y en a plein, et on va surtout s'arrêter au risque sismique et au risque cyclonique. Donc il doit fournir un document qui atteste du respect des règles par rapport aux constructions parasismiques et les constructions paracycloniques. Et ce document, il est établi par un contrôleur technique et par des dérogations. Alors, on voit déjà qu'il y a une petite différence entre les structures et les ouvrages. Pour les maisons individuelles, ce document, il peut être fait par un constructeur. Donc ça, c'est pour brosser déjà ce qui est dans le code de l'OCCH. On va faire la suite. Quand on prend donc l'arrêté, cette fois-ci, dans l'arrêté, il y a un formulaire d'attestation sismique de dépôt de PC. Alors, j'ai regroupé en fait les têtes de chapitres. On va dire les chapitres qui permettent en fait à l'attestateur qui est émissionné par le maître d'ouvrage de remplir en fait des cases et des informations, renseignements relatifs au projet de construction. Donc, on a les tests de référence, on a l'identité du maître d'ouvrage, l'identité de l'attestateur, les documents qui ont été remis par le maître d'ouvrage à l'attestateur pour qu'il puisse faire son travail d'attester, et le projet avec ses caractéristiques en fonction du lieu d'implantation. Puis après, une partie qui est un peu plus constat et conclusion, où l'attestateur, là, il va s'engager en disant, voilà ce que j'ai constaté en prenant en compte les documents remis par le maître d'ouvrage, et voilà mes conclusions. Il atteste que au stade du dépôt de permis, ça respecte ou pas les règles de construction parasismique.
Voilà, donc ça c'est un gros. Je vais vous montrer juste après qui a le droit d'être attestateur. Alors déjà le contrôleur technique. Alors pour rappel, pour ceux qui, avant le 1er janvier 2024, puisque ce décret, cet arrêté a mis en application l'obligation d'attestation sismique nouvelle mouture depuis le 1er janvier 2024, avant le contrôleur technique avait déjà une mission d'attester, donc c'était une attestation parasismique à ce moment-là, de la prise en compte des règles parasismiques au stade du dépôt de PC. Mais cela ne concernait que certain nombre d'ouvrages, notamment tous les ouvrages des bâtiments qui étaient soumis à contrôle technique en zone sismique. Donc, il y a une évolution, j'entrerai plus tard dans le détail. Donc, le premier attestateur possible, c'est un contrôleur technique. Il doit bien sûr déclarer son nom, son prénom, etc. La deuxième possibilité d'attestateur, ce sont les constructeurs. Les constructeurs dans le cas d'une maison individuelle. Donc, les maisons individuelles vont être traitées différemment des autres bâtiments pour la production ou la justification du maître d'ouvrage du respect des règles de construction parasismique. Alors, si on prend la définition de constructeur, donc ça c'est la petite fenêtre qui apparaîtra juste en dessous, après l'animation. Voilà. Si on prend l'article 1792.1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Voilà. On en a d'autres, toute personne qui vend, etc. Donc, on va rester juste sur la première partie. Donc, ça veut dire que pour une maison individuelle, le constructeur, c'est-à-dire celui qui peut attester, l'attestateur constructeur peut être un architecte, un entrepreneur, un technicien, un bureau d'études, un ingénieur, et qui permettrait de pouvoir justifier ou attester, avec les éléments remis par le maître d'ouvrage, que la maison individuelle respecte la réglementation parasismique. Voilà, donc on va continuer. J'ai fait quelques extraits. Alors, on parle de réglementation parasismique. Bon, il est bien sûr, on atteste que la maison ou le bâtiment respecte les règles, mais lesquelles? Donc, dans l'attestation, le formulaire d'attestation sismique phase dépôt de PC remis, en fait, qui a été initié par l'État, il y a des référentiels. Donc, l'attestateur doit cocher quel est le référentiel qu'il a utilisé pour justifier le respect de la construction parasismique. Donc, bien sûr, forcément, il y a deux choix qui sont déjà dans l'arrêté du 22 octobre. Soit on respecte l'Eurocode 8.1 et ses annexes nationales, notamment, soit, si on est en maison individuelle, qui, bien sûr, rentrant dans le domaine d'application des règles simplifiées CPMI, construction parasismique des maisons individuelles, on aura possibilité de cocher soit le guide CPMI Z3, Z4, soit le guide CPMI réglementaire Z5, donc édition 2020 pour la Z5, édition Z3, Z4 2021, donc c'est l'édition de la DHUP. Donc on a déjà deux entrées au niveau de l'attestateur, on a aussi deux entrées dans la partie référentielle. Forcément, si c'est une maison individuelle, la personne devra justifier suivant les règles CPMI si la maison individuelle rentre dans le cadre du domaine d'application du règles CPMI. Voilà, donc ça c'est la première partie. Attestation sismique. Maintenant, si je passe à l'attestation sismique d'achèvement des travaux, cette fois-ci, l'ouvrage a été exécuté, a respecté des plans, des dimensionnements, de l'exécution, et on arrive en fait en fin de travaux où on doit finaliser auprès de la mairie les travaux, donc la construction. Et là, à l'achèvement des travaux, donc c'est le code, l'article L122.11 du CCH qui le dit, à l'achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, ça c'est quand même un détail à ne pas négliger, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré cette autorisation, donc souvent les services techniques de la mairie, un document qui atteste cette fois-ci du respect pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité, défini par décret, etc., que les règles de prévention de risque sismique, bien sûr, ont été respectées. Voilà. Donc ça, c'est important. On a bien deux phases. Une première, lors du dépôt, et à la fin, lors de l'achèvement des travaux, on doit justifier que les règles ont été respectées. Alors, comment le faire? Ça, c'est la suite. Pareil, je vous ai fait un condensé pendant les têtes de chapitre de chacune du formulaire attestation sismique d'achèvement de travaux, qui est un petit peu différent de cette attestation par rapport au dépôt PC. On a toujours les tests de référence, le maître d'ouvrage, l'attestateur, les documents remis par le maître d'ouvrage à l'attestateur, le projet, les constats et les conclusions. Donc, c'est les mêmes têtes de chapitre, sauf que
on va aller un peu plus loin quand on rentre dans le détail sur les modalités d'application et de réalisation de cette attestation sismique. Si on peut continuer. Je rappelle que le formulaire est mis en ligne par le ministère. Donc, du coup, on est obligé de respecter en fait cette rame pour pouvoir répondre à l'arrêté. Alors, déjà, apparaît le bureau d'études. Donc, l'attestateur peut être un contrôleur technique ou un bureau d'études. Donc, ça, c'est une première chose. Si je continue. Et il y a toujours cette troisième partie. Dans le cas des maisons individuelles, on peut avoir un constructeur qui va attester à la fin des travaux, lors d'achèvement des travaux, que la construction de la maison individuelle respecte les règles parasismiques. Et là, donc je ne veux pas reprendre le petit bandeau du bas, puisque le petit bandeau du bas va vous rappeler, en fait, c'est quoi un constructeur. Donc ça sous-entend que pour une maison individuelle, on a possibilité d'avoir une attestation sismique d'achèvement des travaux par un architecte, un entrepreneur, un technicien. Donc, c'est un cas particulier, la maison individuelle. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le bureau d'études qui est nommé comme attestateur, il doit être agréé. Je vois que vous voyez sûrement dans la petite case verte, là, il y a écrit numéro de l'agrément ministériel. Donc, ça, c'est une nouveauté par rapport à avant. Parce qu'avant, en fait, c'était le contrôleur technique qui faisait l'attestation finale. Et du coup, tout contrôleur technique a un agrément ministériel. Là, ils ont introduit dans l'arrêté la possibilité qu'un bureau d'études technique soit attestateur final, entre guillemets, donc pour certifier que les travaux respectent les règles parasismiques, sauf qu'il doit avoir un agrément. S'il n'intervient pas en tant que constructeur sur une maison individuelle, donc il intervient sur autre chose qu'une maison individuelle, il doit avoir un agrément ministériel. Donc ça rejoint un petit peu le cas du contrôleur technique qui a un agrément. Voilà. Donc ça, c'est une petite nouveauté, en fait deux nouveautés, le bureau d'études, plus le fait d'avoir possibilité pour dans certains cas de maisons individuelles, que ce soit un constructeur qui fasse, constructeur au sens large, qui fasse l'attestation. On va continuer. Donc j'ai fait pareil, j'ai fait un petit extrait. Donc déjà, on vous parle d'assurance souscrite par l'attestateur. Et puis pareil, l'attestation finale, donc l'attestation sismique d'achèvement des travaux, on doit dire quel est le référentiel qui a été utilisé. Donc, dans les cas de maisons individuelles, qui rentrent dans le domaine d'application des guides simplifiés, donc les guides réglementaires CPMI, donc la personne aura coché soit le guide Z3, Z4, soit le guide CPMI, Z5. Et dans les autres cas, ce sera les normes Eurocode 8.1 et normes et annexes nationales, les normes qui sont associées à la réglementation parasismique selon l'Eurocode 8. Voilà. Donc, c'est important de savoir qu'il y a un engagement fort de l'attestateur parce qu'il va engager sa responsabilité en cochant. Et là, si l'attestation sismique, ce n'est pas très lisible, mais c'est juste pour vous dire qu'il est beaucoup plus sismique d'achèvement, il est beaucoup plus précis et bien et il comporte beaucoup plus de rubriques que l'attestation initiale. Notamment, on doit définir le nombre de niveaux, le type de sol, est-ce qu'on a fait une étude de sol, le type de technique de construction, est-ce que c'est du béton, de la maçonnerie. Donc, on rentre dans quelque chose d'un peu plus technique, alors qu'avant, l'attestation finale, c'était juste je sous-signais contrôleur technique X a dit que le maître d'ouvrage a respecté mes décisions ou mes conseils ou mes recommandations pour le respect des règles parasismiques. Là, on rentre dans quelque chose de peu plus technique en termes d'attestation sismique puisqu'il est plus fourni. Donc, en résumé, donc, je vous ai fait une petite synthèse. Maison individuelle, au dépôt du permis, c'est le contrôleur technique. Un BET, un technicien, un architecte, un constructeur de maison individuelle. Donc, le constructeur, celui qui construit, le réalisateur, il doit fournir une assurance parce qu'il n'est pas habilité normalement dans ses fonctions habituelles de faire de la conception, puisque là, on n'est pas sur la conception, mais on est quand même sur l'attestation d'une conception par rapport à une règle, donc un référentiel. Et à l'achèvement des travaux, on a la même possibilité. Maintenant, si on prend tous les autres bâtiments, là, c'est que le contrôleur technique qui peut faire une attestation sismique au dépôt du PC et à l'achèvement des travaux, on a introduit la possibilité qu'un bureau d'études soit agréé par un agrément ministériel qui est décrit dans un décret dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, il a la possibilité de faire comme le contrôleur technique, d'attester que les règles parasismiques ont été respectées sur l'ouvrage concerné. Voilà. Donc, ça vous permet de bien de voir un petit peu en synthèse comment ça se passe. Donc, comme j'ai beaucoup parlé de maisons individuelles, on peut y aller. Je vais vous parler un petit peu du CPMI. Parce qu'en fait, le CPMI, pour pouvoir, bien sûr, attester qu'on respecte les règles parasismiques simplifiées CPMI, il faut au moins connaître ces règles et avoir utilisé le guide CPMI. Donc, je vais commencer. Je vais vous faire une définition, expliquer un petit peu le domaine d'application, vous donner quelques cas où ça passe bien, et puis on parlera un petit peu de conception. Voilà.
La suite. Donc, du coup, la question qui se pose, c'est que pourquoi les règles simplifiées CPMI sont utilisables? Tout simplement, c'est que l'État, lors de la mise en place des arrêtés l'arrêté du 22 octobre, qui oblige à construire parasismique dans les zones sismiques, eh bien, il permet en fait je n'ai pas de déroger, mais de remplacer les règles habituelles, donc les règles de construction Eurocode 8 et annexe nationale ou annexe associée, par des règles simplifiées qui permettront aux maisons individuelles qui rentrent dans le cadre ou dans le domaine d'application de ce fameux guide CPMI de pouvoir utiliser ce qu'on appelle des règles simplifiées forfaitaires qui ont été établies par des organismes, des experts, etc., qui permettent en fait d'être plus faciles d'accès pour les maîtres d'œuvre ou les constructeurs qui n'ont pas forcément une grosse ingénierie. Ils n'ont pas besoin de sortir la grosse, je dirais la grosse tapette pour taper sur une petite fourmi. Ils vont utiliser quelque chose qui est à leur portée avec une ingénierie qui a déjà été introduite dans les guides. Donc, à la place de l'Eurocode 8, dans la Z5, on utilisera le guide Z5 édition DHUP du 1er octobre 2020. Et pour les Z3, Z4, on utilisera l'édition d'août 2021 des règles simplifiées CPMI Z3, Z4. Voilà. Donc, ce sont les deux documents qui sont réglementaires pour les maisons individuelles qui rentrent dans le cadre du domaine d'application. Alors, le domaine d'application, bien sûr, donc on y entre. C'est quoi le domaine d'application? Alors, c'est assez vaste, mais je vais rester sur quelques points. La première chose, c'est que, bien sûr, on est limité en surface, parce que ça ne sert à rien de donner la possibilité à quelqu'un d'utiliser des règles simplifiées si c'est pour mettre en danger les occupants. Donc, du coup, on va restreindre le domaine d'application à un type de bâtiment, à un type d'ouvrage, à une surface, et là, la surface au sol est inférieure à 200 mètres carrés. Et on parle de maisons individuelles et de bâtiments assimilés, de forme simple, qui a pour fonction principale l'habitation. Donc, on est bien sûr de l'habitation en maison individuelle. Donc, si on continue, pour un petit peu vous éclairer sur la partie de bâtiments assimilés, alors, bâtiment assimilé, j'ai plus d'une fois, je vais retrouver une maison individuelle et un bâtiment assimilé, à quoi ça peut correspondre dans un guide simplifié à type CPMI. Donc, on parle de logement individuel, logement dans une maison individuelle. Une maison individuelle peut comporter deux logements individuels s'ils ont été construits par le maître d'ouvrage. Donc, maître d'ouvrage construit un bâtiment qui est une maison individuelle, deux logements dedans, on rentrerait dans les bâtiments assimilés type maison individuelle. Voilà. Donc, on pourrait aussi avoir un bâtiment avec un usage professionnel au rez-de-chaussée, si on est sur le sol direct, c'est-à-dire sans sous-sol, sans vide sanitaire. Et à ce moment-là, on pourrait être assimilé à un bâtiment assimilé bâtiment maison individuelle. Voilà, donc c'est ce que je fais sur la synthèse qui est après. Je vous donne quelques exemples où on voit que si on a un ERP, on ne peut pas l'utiliser, le guide CPMI. Par contre, si on a un bureau, la personne travaille au rez-de-chaussée et à son habitation à l'étage, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment assimilé, maison individuelle, et rentrera dans le cadre des règles simplifiées CPMI. Voilà, donc c'est quelques exemples qui permettent de bien comprendre comment on peut rentrer ou pas dans le guide CPMI, déjà juste par la définition de maison individuelle. La suite. Après ça, c'est un petit schéma qui sort du guide CPMI, donc c'est juste pour vous montrer qu'on peut aller jusqu'à 3 niveaux, donc R+2, suivant qu'on ait une toiture lourde ou légère, et jusqu'à R+1 avec les ouvrages un peu plus de type maison individuelle en bois ou en charpente métallique, on peut aller jusqu'à 3 niveaux. Et voilà, donc du coup, suivant la typologie, la technique de construction, maçonnerie, béton, acier ou bois, et le nombre de niveaux, la toiture légère ou toiture lourde, à ce moment-là, on a ou pas la possibilité de rentrer dans le domaine d'application. Donc, c'est assez contraignant, entre guillemets, mais en même temps très ouvert parce que vous avez possibilité de faire, en fonction de votre technique de construction, 1 ou 2 étages. Voilà. Alors, j'ai fait comme ça une petite slide avec quelques maisons. Alors, vous voyez pas mal de petites maisons antillaises là, qui pourraient être rentrées dans le cadre du CPMI. Donc, si il y a une petite animation qui vient juste après. S'il te plaît, Laurence. Voilà.
Et là, ce sont des maisons qui sont plutôt des maisons. Oups, t'allais un peu trop vite. C'est les maisons qui ont été rajoutées, ce sont les maisons d'hexagone. Voilà. Donc, on voit bien que des ouvrages qui sembleraient a priori en regardant en haut, ça semble compliqué. Non, ce sont des ouvrages, après avoir fait l'exercice, qui rentrent dans le domaine d'application, en tout cas pour la partie caractéristiques géométriques et caractéristiques d'utilisation du guide CPMI, des guides CPMI. Voilà. Donc, on peut aller à la suite. La suite, c'est quoi? C'est un petit exemple que j'ai pris pour vous montrer comment on peut aussi, via une conception, voire l'utilisation de connaissances du guide et connaissance des règles, comment on peut faire un ouvrage rentrer facilement dans les domaines d'application. Là, c'est le cas du garage attenant. On donne la solution dans le guide. On vous dit que dans le cas où vous avez un garage attenant qui est mécaniquement liaisonné à la structure principale de l'ouvrage, donc de la maison individuelle, et qui a une toiture légère, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de déclarer la surface du garage dans la surface comptabilisée au sol. Rappelez-vous que un premier paramètre, c'est la surface au sol. La surface au sol, c'est maxi 200 mètres carrés. Si vous avez un garage qui est attenant et qui fait, j'ai n'importe quoi, 10 mètres carrés, mais qui a une toiture légère et qui a une structure un peu plus légère, mais vous n'allez pas rajouter cette surface-là dans la surface au sol. Donc, c'est ce que j'illustre juste après sur un cas concret pour vous montrer qu'il y a moyen. Parce que les gens ont tendance à penser que le guide CPMI est un petit peu trop restrictif. Non, il n'est pas restrictif. Il est restrictif forcément parce que derrière, il y a une méthodologie de calcul. Il faut tenir compte de tout ce qui est forfaitaire en globalisant pour que les gens aient une solution simple. Mais si vous sortez, vous mettez des choses un peu trop compliquées, ça risque d'être hors du domaine de calculatoire de dimensionnement qui a été réalisé par les acteurs, les experts qui ont rédigé ce guide-là. Donc l'exemple d'après, c'est justement pour vous montrer que là, j'ai un cas, donc c'est une maison qui a un garage qui est attenant. Ce garage-là, mais suivant, on a deux options. Soit on décide de mettre une dalle béton sur l'ensemble de la surface, y compris sur le garage, et là c'est l'option 2, Laurence. Voilà. Et on se retrouve avec une toiture lourde. Ah ben là, je suis obligé de déclarer ma surface au sol, y compris la surface du garage. L'autre solution, c'est d'avoir, comme le schéma le montre, une petite toiture légère sur mon garage qui est attenant à ma maison individuelle. Et là, le guide CPMI me permet, donc c'est l'option 1, si j'ai une toiture légère sur le garage, à ce moment-là, je ne considérerai la surface au sol qui est comptabilisée pour être dans le domaine d'application du guide CPMI que la surface de la maison individuelle. Donc, c'est l'option 1, tu peux cliquer, la petite animation. Voilà. Donc là, c'est la deuxième option. Et en fait, si on regarde un peu en termes de conception, ben, on a deux conceptions de maisons qui semblent pareilles. Sauf que le choix du maître d'œuvre, donc l'architecte ou du constructeur de maisons individuelles vers l'une ou l'autre solution, va vous faire ou pas rentrer dans le domaine d'application du guide CPMI. Et donc, c'est là qu'il y a quand même une petite étude, pas d'ingénierie, mais de conception à avoir. On le dit tout le temps, la conception, c'est la base, le b.a.-ba de la construction parasismique. Il faut qu'il y ait une conception saine pour que derrière, le dimensionnement et la réalisation permettent de résister au séisme. Donc, la suite. Les techniques de construction. Alors, je ne vais pas les détailler entièrement, mais c'est pour vous montrer que dans le guide CPMI, on a tout. On a les murs en béton armé, à part qu'il y a des restrictions, bien sûr, sur les longueurs. Minimum, c'est 1,20 m pour que ça puisse être considéré comme un panneau de contreventement. Pareil pour la maçonnerie. On considère toujours des murs sans ouverture. Donc, un mur de contreventement n'a pas d'ouverture, n'a pas de trou dedans. Voilà, donc ça, c'est là pour la partie béton et maçonnerie. La troisième technique de construction qui est prévue dans le guide, c'est la technique de construction bois. Donc, ça peut être soit des voiles travaillants, donc c'est des maisons à ossature bois avec des murs de contreventement en voile travaillant, soit des murs pour les Antilles, la zone 5, des murs stabilisés par des panneaux de contreventement, ce qu'on appelle PST, palais stabilité triangulaire. Et pareil, dans le guide CPMI, il y a un minimum de longueur et un maximum de longueur pour pouvoir être sûr que derrière, il y a eu des dimensionnements forfaitaires, avec que si le constructeur, le BET ou l'architecte respecte ces dimensions-là, on est sûr que dans les valeurs tabulées, on aura quelque chose qui sera conforme au CPMI. Voilà, donc ça, c'est des petites choses pour vous expliquer. Et la dernière construction qui est prise en compte dans le guide CPMI, c'est les constructions à ossature métallique. Donc, du coup, les palais de stabilité triangulés, pareil, Coaté Saint-André. Et on a aussi, donc on a toute une palette de techniques qu'on peut utiliser dans le CPMI. Donc, vraiment, on ne peut pas dire qu'il soit restrictif dans ce domaine-là. Voilà. Je peux continuer.
Donc, si je vous brosse maintenant la deuxième partie, après avoir été rentré dans le domaine d'application, donc vous avez respecté ce que j'ai dit avant, moyennant d'autres dispositions qui ne sont pas, dont on ne parle pas aujourd'hui parce que ça fera un peu trop de temps. En conception, donc on a des critères de conception à respecter. Donc là, c'est le dessin, le plan de votre maison fait par l'architecte. Comment il doit être réalisé pour que on puisse rentrer dans le domaine de conception. Donc ça, c'est le stade qu'avant. Alors, si vous regardez le guide CPMI, on a 7 critères. Et ces critères-là sont détaillés de façon précise et surtout, il faut que le plan de la maison, donc on est sur la géométrie, respecte chaque fois les critères qui sont qui sont notés. Une particularité, donc c'est le critère 6 qui n'est pas obligatoire, d'application obligatoire. Donc là, c'est la petite animation pour les maisons en bois et pour les maisons en ossature métallique. Donc tous les autres critères sont applicables pour l'ensemble des constructions, techniques de construction. Pour le bois et le métal, on n'a pas obligation d'appliquer le critère 6. Là, tu peux cliquer. Voilà. Donc, je continue. Je ne veux pas les énumérer. Je vais juste vous montrer comment ils apparaissent, ces critères, dans le guide, de façon brute ou brutale. Voilà, c'est ça. Donc, des critères, 1, 2, 3, 4, décrits. On vous explique comment, avec des belles phrases. Derrière ces belles phrases, il y a beaucoup de calculs, beaucoup de dispositions à prendre en compte parce que forcément, on doit respecter certaines dispositions pour que les calculs qui ont été faits de façon forfaitaire derrière puissent englober toutes les constructions qui sont dans le domaine d'application. Si jamais on ne respecte pas un des critères, ça veut dire que la maison ne peut pas être utilisée, ne peut pas être gérée par le CPMI. Il faut qu'on aille chercher les règles de reconduite et la maison sera dimensionnée et conçue avec les règles de reconduite. Donc, c'est important pour un concepteur de respecter tous ces critères-là. Donc, le petit schéma qui après explique un petit peu les différents critères. Donc là, de façon, on va dire, écrite, les critères sont décrits là. Et vous avez des petits schémas qui vous montrent un petit peu comment faire. Alors, je m'arrête juste, voilà, c'est ça. Je vais continuer. Donc, je vais juste vous montrer un des critères qui est très, très important dans la conception. Il faut que le maître d'œuvre, s'il y en a qui sont à l'écoute de ce webinaire, prennent absolument dès le premier coup de crayon, c'est l'implantation des panneaux de contreventement, les fameux murs P, murs primaires. Ce sont des panneaux de contreventement, ce sont les éléments qui vont stabiliser l'ouvrage, donc stabiliser la maison individuelle sous action sismique et donc du coup rendre votre construction parasismique et donc résistante à l'action sismique. Donc c'est le schéma qui est juste après, c'est la fameuse règle des 25% où on doit se débrouiller pour que au moins mes murs sismiques primaires, donc les murs de contreventement, soient dans un fuseau en périmètre de 25% autour du périmètre de la maison, dans les 25% de la longueur. Voilà, donc c'est ce qui est juste imagé après par un deuxième schéma. Voilà, c'est ça. Donc, on a ces bandes de 25% de longueur en X et en Y dans les deux directions. Et si vous arrivez à mettre vos murs de sismique primaire, donc les murs de contreventement, des panneaux de contreventement dans ces surfaces, à ce moment-là, vous avez plus de chances de respecter les critères de conception du guide CPMI. Parce que vous n'aurez pas de torsion, vous aurez une torsion en tout cas acceptable ou en tout cas maîtrisée. Et derrière, vous avez plus de chances de passer la deuxième étape du guide CPMI parce que le guide CPMI, c'est 3 étapes, domaine d'application, conception et après dimensionnement. Si votre conception n'est pas correcte, vous sortez du guide CPMI et vous allez dans le code 8 et là, c'est plus compliqué. Voilà. Donc ça, c'est une première explication de ce qui se passe voilà. Donc c'est un exemple d'une maison où vous voyez toutes les tous les murs donc en vert dans le sens X, en bleu dans le sens Y et les bandes autour de 25% qui permettent de voir quels sont les murs qui pourraient être considérés comme les murs, je veux dire, qui vont équilibrer le risque de torsion lors de la survenance du séisme et donc la mise en mouvement du plancher. Voilà. Donc ça, c'est bon, donc ça, c'est clair. Voilà. Donc du coup, là, je vais juste te demander d'appuyer de cliquer sur le bouton de la case blanche, là, pour quand même illustrer. Voilà. Donc vous voyez un cyclone qui se développe, un signal sismique. Donc ça, c'est le logo du logiciel que j'ai développé en tant que séologue et donc qui s'appelle LCDP65, donc logiciel de conception de dimensionnement parasismique. Voilà. Donc en fait, ça symbolise quoi? Ça symbolise le multirisque, la prise en compte du vent, donc les tempêtes et les cyclones, et le signal sismique que vous voyez qui relie le L au vent, c'est le signal sismique du séisme des Seines de 2004. Voilà. Donc on est vraiment dans la concrétude, si je peux me permettre, en tout cas dans l'application directe de la prise en compte du risque
et du multirisque, notamment le vent et le séisme. Donc voilà, donc c'est la suite. Donc je vais vous exposer en fait un logiciel qui a été développé, donc c'est sur un serveur qui s'appelle lcdp65.com. C'est un projet que j'ai monté et qui a été soutenu par Action Logement, la CERP Guadeloupe et l'ADL Guadeloupe. Donc je remercie encore une fois de m'avoir accompagné sur ce projet, qui était en fait de faire quoi? De pouvoir mettre à la portée des constructeurs de maisons individuelles le guide CPMI. Parce que je vous ai montré juste avant que le guide CPMI, il est un peu complexe parce qu'on a beaucoup d'itérations. Vous déplacez un mur, il faut savoir que le fait de déplacer un mur ou de mettre une ouverture dans un mur va vous imposer de refaire tous les 7 critères qu'on a vus tout à l'heure là. Donc, de refaire pas mal de petits trucs. Le logiciel va faire quoi? Il va automatiser tous ces calculs-là et vous permettre d'avoir à la fin, juste en faisant des dessins, en entrant des informations, le logiciel fait le reste et vous permet de respecter les critères du guide. Voilà, donc je continue. Tu peux cliquer. Donc, à savoir, oui, donc ça c'est la définition, à savoir que cette solution LCDP65 CPMI, c'est pour vous aider via un outil convivial, c'est une web application qui complète des exemples, qui respecte les guides CPMI Z3, Z4 et Z5 et qui permettra en fait de vous aider à prendre en main ces guides CPMI. Voilà. Donc, tu peux continuer. Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu. Le but du CPMI, c'est de dimensionner quoi? Les panneaux de contreventement. Les panneaux de contreventement, je rappelle, ce sont les panneaux qui vont permettre de stabiliser au séisme l'ouvrage, donc la maison individuelle. Donc, et au vent, bien sûr, parce que c'est les mêmes qui vont faire les deux. Et donc, si vous voyez bien, l'idée, c'est de pouvoir mettre ces éléments-là, les concevoir, donc les positionner dans la maison à certains endroits, et surtout, après, de les dimensionner. Et c'est ça que va vous aider à faire le logiciel. Sur la base du guide CPMI, les tableaux de forfaitaire, les formules de calcul, le logiciel va faire tout ce travail pour vous permettre de pouvoir respecter le critère de conception, le critère de dimensionnement et sortir à la fin avec un ouvrage qui respecte entièrement les règles CPMI. Voilà. Donc ça, je continue. Voilà. Ah oui, très important, le logiciel est labellisé AFPS. Donc, la version V6.01 a été labellisée par la FPS, puisqu'en fait, la FPS a participé à la rédaction des guides CPMI Z3, Z4 et Z5. Et donc, du coup, on est passé par leur labellisation pour vous assurer que le logiciel tel qu'il a été réalisé respecte, sur les cas de vérifier le guide CPMI en termes de résultats et de philosophie. Voilà. Donc ça, c'est un point important pour nous. Alors, du coup, on va rentrer quoi? On va rentrer des critères, on va rentrer les affaires. Donc, du coup, on va rentrer en fait les informations qui vont bien. Et à la suite, donc tu peux continuer sur le projet. Tu peux continuer, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous avez quelques éléments. Alors, si tu cliques dessus, normalement, il y a une petite vidéo. Voilà. Donc, en fait, le logiciel est en fait par étapes. Il y a plusieurs étapes. Il y a 9 étapes. Et en fait, vous avez des étapes qui vont concerner le domaine d'application, des étapes qui vont concerner la conception et des étapes qui vont concerner le dimensionnement. Et à chaque fois, on va faire du step by step. On va passer une étape. Dès qu'on a validé l'étape, on passe à l'étape suivante. Donc, grâce au logiciel, vous allez rentrer quelques informations, des plans, etc. Vous allez rentrer le type d'ouvrage, la technique de construction, les charges, la surface, le nombre de niveaux. Et derrière, vous allez passer à une étape qui est le respect ou pas du domaine d'application. Après avoir bien sûr mis votre implantation. Vous cliquez sur un bouton, le logiciel fait tous les tests du domaine d'application et vous dit votre maison est éligible au CPMI, au domaine d'application du guide CPMI. Donc, vous avez par critère les différents respects qui ont été, vérifications qui ont été faites par le logiciel et donc, du coup, qui rendra conforme au domaine d'application du guide CPMI. Donc, on peut continuer. Et donc, si jamais il y a un souci, le logiciel vous informe aussi en vous disant attention, vous avez un critère qui ne passe pas, vous devez vous référer à l'Eurocode 8. Voilà, on continue. Là, la partie dessin. Alors, je voulais en parler aujourd'hui parce qu'en fait, le cœur du logiciel, c'est la conception, donc le plan. Il y a trois possibilités de rentrer une maison, un plan d'une maison dans la partie conception, donc c'est l'étape 5. Soit on les dessine dans la surface au sol qui est représentée avec le rectangle grisé. Donc, la personne fait du dessin, il dessine ses murs, il dessine ses poutres, ses poteaux, etc. Tirer, lâcher, il lâche, il rentre des informations dans un tableau.
qui lui permettrait de rentrer la longueur du mur, l'épaisseur du mur, son type, est-ce qu'il est mur primaire, donc contreventement, ou mur secondaire, son emplacement. Et il dessine comme ça, au fur et à mesure, comme sur un logiciel de dessin, il dessine ses murs. L'autre solution, c'est de passer par un tableau. Donc, tu peux légèrement accélérer, avancer un petit peu, s'il te plaît, Laurence. Tu vas pouvoir avoir une barre de progression en dessous. Et puis éventuellement avancer pour qu'on puisse, voilà, barre de progression, pour voir un petit peu que, en fait, l'autre solution, la deuxième possibilité pour un utilisateur, c'est de rentrer dans le tableau de gauche. Là, donc vous avez une fenêtre coupée en deux. À droite, c'est du dessin. À gauche, c'est un tableau qui, en fait, les deux sont en relation. Dès que vous entrez une information dans la partie dessin, l'information est répercutée dans le tableau. Donc, du coup, si vous voulez affiner, vous pouvez affiner un tableau ou rentrer un mur dans le tableau de gauche. Et la troisième possibilité, c'est de faire un import DXF. Importeur DXF, c'est-à-dire vous avez sur le logiciel de dessin, AutoCAD ou autre, dessiné votre maison, vous l'exportez en DXF 2D et le logiciel permettra, via un import, en fait, il faudrait que tu ailles juste en bas où il y a la petite barre de progression voilà. Et si tu peux juste cliquer dedans et aller vers la fin. Voilà, encore. Voilà, ça c'est l'import DXF. Donc légèrement un petit peu avant, si c'est possible. En fait, là, on n'est pas déjà sur l'import DXF. Là, la personne, encore un petit peu. Voilà. Pour partir de, voilà, là, ça c'est bien ça. Donc je pars sur une page vierge, j'applique, et là en fait, j'importe tous les murs. Au lieu de les rentrer les uns après les autres, ben, je peux importer un plan qui a déjà été dessiné et du coup, ça me facilite la tâche. La seule chose que je dois faire après, c'est bien les positionner pour être sûr que ben, lors de l'import des murs, parce qu'il n'importe que les murs, à ce moment-là, il sait bien que ça correspond bien à mon plan. Voilà. Donc ça, on peut passer à l'étape suivante. Donc vous avez trois possibilités de façon toujours très conviviale de pouvoir dessiner. Après, vous dessinez le plancher ou la toiture. Et là, c'est pareil, c'est du dessin facile à exécuter avec le logiciel pour définir ce qu'on appelle le diaphragme, la partie horizontale qui va permettre de tenir ensemble tous les murs et les faire travailler et ramener l'effort sur les murs de contre-montement. Donc, on peut continuer, parce que je vois que le temps avance. Là, voilà, donc les fameuses bandes de 25%, dans le logiciel, il a été introduit comme ça. Donc, vous avez un visuel dans le logiciel de tous les murs que vous avez rentrés dans le plan. Ah ben, le logiciel va vous dessiner les bandes de 25% d'extrémité, ce qui permet tout de suite, sans aller à vérifier le critère, sans avoir à vérifier le critère, déjà de visu de savoir est-ce que j'ai de la torsion ou pas. Tous les murs qui ne sont pas dans les bandes bleues ou roses, donc bleu pour transversal, rose pour horizontal, longitudinal, ah ben ces murs de contreventement-là, s'ils ne sont pas dans cette bande-là, ils risquent d'avoir de la torsion. Donc du coup, je peux déjà à un coup d'œil savoir est-ce que je risque ou pas de sortir du critère de conception du guide CPMI. Donc on continue. Et on arrive à la fin à faire la même chose que pour le domaine d'application. Je vais cliquer sur un bouton et il va me vérifier mes 8 critères de conception en disant toujours, donc tu peux continuer, soit tout est vert, avec le code couleur est très important pour moi, code couleur vert, ça veut dire que ça marche, rouge, c'est pas bon. Et donc, du coup, le critère qui ne fonctionne pas est tout de suite identifié. Vous savez quel est le critère qu'il faudra travailler, sur lequel il faudra travailler pour être sûr que votre ouvrage respecte le critère de conception du CPMI. Donc, si on clique un petit peu juste après, je vous montre juste un petit schéma, voilà, où on voit en fait l'intérêt dans le logiciel d'avoir ce qui est la valeur de votre projet, tel que vous l'avez rentré, quelles sont les valeurs limites calculées ou imposées par le guide. Et donc, du coup, vous savez où est-ce que vous êtes par rapport au respect des critères. Est-ce que vous en êtes très éloigné ou pas? Et ça vous permet de pouvoir refaire votre projet, le concevoir différemment, en rajoutant des murs ou en les déplaçant de façon simple. Et puis, vous relancez la vérification des critères de conception. Voilà, donc tu peux continuer. Donc ça, c'était pour vous alerter un petit peu. Sur le dimensionnement, c'est pareil, mais c'est le même principe. Il y a toujours à rentrer des informations, il y a toujours des infobulles pour vous permettre de comprendre quels sont les paramètres attendus. Vous avancez, vous cliquez, vous rentrez des informations, tu peux avancer. Et du coup, derrière, le logiciel va faire la même chose, il va vous restituer le dimensionnement. Pour le béton et la maçonnerie, c'est simple. Ce sont des valeurs tabulées qui sont issues du guide et il va vous dire tout ce qui est vert, ça passe. C'est-à-dire la longueur de votre mur est correcte, le pourcentage de mur par rapport à la surface du plancher ou de la toiture est correct. Et si tu peux cliquer, normalement, on voit en gros, vous allez voir la conclusion. La conclusion, vous devez mettre 4 barres de 10, 4 barres de 12, 4 barres de 14, suivant le truc, par type de mur. Et ça vous permet d'avoir à la fin votre dimensionnement du mur de contreventement en béton armé ou en maçonnerie. Pardon. Et vous avez la même chose pour le bois.
Et donc, je ne les démontre pas là, mais parce que ça sera un peu long, parce que le bois, c'est un peu plus calculatoire. Des formules ont été introduites. Et donc, du coup, pour le métal, l'ossature métallique, la différence par rapport au bois et au métal, au béton armé, pardon, et à la maçonnerie, c'est que les critères de dimensionnement ne vous donnent que les forces sismiques. Les forces sismiques ou les forces de vent, si vous avez cliqué la case vent. Et en fait, vous avez une force globale. Et après, le BET va récupérer cette force-là pour pouvoir dimensionner son contreventement métallique. C'est un petit peu la différence entre la technique de construction ossature métallique par rapport aux autres techniques qui vont jusqu'au bout, qui donnent le dimensionnement. Le métal ne donne pas de dimensionnement, il donne des forces de calcul. Voilà. Donc, c'est en gros brosser le logiciel. Donc, j'arrive sur la fin pour vous dire c'est quoi la restitution. La restitution, c'est qu'à la fin, il y a 9 étapes. L'étape 9, chaque étape est franchie les unes après les autres. Si vous n'avez pas respecté un des critères, vous êtes en rouge, vous ne pouvez pas aller plus loin. Il faut modifier votre projet jusqu'à la fin. Donc, c'est assez intéressant parce que ça vous assure que vous avez franchi correctement les différents critères. Tu peux avancer. Et donc, du coup, l'étape 9, qui est l'étape restitution-conclusion, c'est ça. Il vous dit votre projet, il vous récapitule de façon lettrée, je vais dire ça, texte, tout votre projet avec vos hypothèses. Il vous donne le type, les plantations, le lieu, le type de technique de construction et les résultats avec le petit plan à côté de votre maison. Tout ce qui est vert, forcément on est vert puisqu'on ne peut pas arriver au 9 s'il y a un problème. Et donc du coup, l'étape 10, pardon, j'ai dit 9, c'est l'étape 10, je rectifie. Donc l'étape 10, c'est la restitution. Et en fait, ça représente, tu peux rester sur cette page-là, ça représente en fait, là c'est une capture d'écran du logiciel, vous êtes à l'étape 10, restitution. Voilà votre projet synthétisé et qui fonctionne puisque tout est vert. Vous ne pouvez pas arriver là si vous n'avez pas rempli tous les critères, toutes les vérifications utiles. Voilà, donc on peut continuer. Arrivé ici, vous avez possibilité d'exporter un rapport en PDF, qui est une note technique, un fichier de données qui est exploitable par le logiciel. Donc quelqu'un d'autre qui a le même logiciel peut le télécharger et puis vous dire qu'est-ce qui correspond dans votre projet. Et bien sûr, ce qui est important, donc c'est ce qui fait le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, la possibilité de produire les attestations sismiques de dépôt et d'achèvement des travaux, parce que toutes les données que vous avez introduites dans le logiciel vont être restituées dans l'attestation via des cases à cocher. Et donc du coup, pour finir, vous avez juste une photo, un extrait de la note technique de vérification d'une maison individuelle avec les hypothèses qui vont être brossées de A à Z, y compris les critères de vérification qui permettent à un contrôleur ou n'importe qui veut vérifier que vous avez bien respecté tout. S'il a le document, forcément, ça veut dire que c'est vert, mais il a moyen de vérifier sur place. Ah ben, vous avez mis ce que dans votre technique, ce mur-là faisait 2 mètres et finalement ce chantier fait 1,50 m. Là, ça peut causer des soucis, il faudra refaire la vérification. Donc ça, cette note-là permet de synthétiser l'ensemble du projet via le logiciel. Voilà. Donc, je crois que je sais tout. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai dû dépasser peut-être de 5 minutes. Donc, tu peux aller à la fin. Et si vous avez des questions ou des réponses, je suis prêt à répondre. Voilà. Merci de votre écoute et je te redonne la main, Ghislaine et Laurence. Paul, pour cette présentation très claire. Alors oui, effectivement, certains d'entre vous ont dit c'est un peu technique. Alors c'était un peu implicite dans le titre hein, quand on parle de construction et de vérification parasismique. Bien sûr, c'est technique. Souvent, c'est vrai que le sujet de la construction parasismique peut faire peur en disant c'est beaucoup de calculs, c'est extrêmement compliqué. Je crois que Paul a vraiment vulgarisé le sujet, nous a fait part, et je t'en remercie, de ces nouveautés hein, qu'on n'avait peut-être pas tous en tête sur les attestations demandées pour la vérification des bâtiments, donc à la conception et à l'achèvement après les travaux. Donc, merci pour tous ces points d'actualité. Et je crois qu'avec le logiciel que tu nous as présenté, on a vraiment un outil d'accompagnement clé en main pour les constructeurs, les maîtres d'ouvrage, qui peut être d'une utilité précieuse au regard de la technicité justement du sujet. On a eu quelques questions, Paul, dans le chat, et je vous invite également à compléter. Effectivement, Paul est passionné, hein, ça se sent, c'est mis dans les commentaires. Charles Serrano, qui nous a quittés, je pense, te demandait en fait, dans la mesure où on est quand même dans une dynamique de la simplification, de la peur des normes hein, et des levées de boucliers, parfois des lobbies pour simplifier, alléger la réglementation. Est-ce que tu penses aujourd'hui que dans le contexte actuel, les règles de construction parasismique sont menacées? Alors, je pense que c'est un gros risque. Je ne dirais pas qu'elles soient menacées. C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on peut se permettre de descendre sur le niveau de protection. Parce que si on descend sur le niveau de protection, ça veut dire qu'on met en jeu, on met la vie des gens.
Et la vie des gens, ça n'a pas de prix, quoi. On ne peut pas se permettre. Je rappelle quand même que le parasismique, c'est la sauvegarde des vies. En tout cas, la convention parasismique, telle que c'est défini, c'est pour sauver les vies. Donc, si on diminue sur la protection parasismique, ça veut dire qu'on donne, on se donne la possibilité de négliger des vies. Et ça, on ne peut pas se permettre dans un pays comme la France de dire, ben non, bon, c'est pas, allez, on va rogner un peu par là, etc. Non, je ne pense pas qu'on soit trop menacé parce qu'en plus, on a quand même des événements récents, le TEI, comme je montrais au début, tout à l'heure, l'AGNE, pour les Antilles, le séisme de 2004 et 2007. Donc, on sait que le jour où ça va trembler et que ça va faire plus en fait, plus fortement, ça risque de faire plus de dégâts. L'idée, c'est que les gens soient en sécurité chez eux et qu'ils ne soient pas mis en danger par la construction. Parce que c'est la construction qui va mettre en danger les gens et c'est pas le séisme en lui-même, quoi. C'est bien le bâti qui met en péril la vie des gens si c'est mal fait, c'est pas construit correctement. Et je crois qu'on a aussi des exemples positifs du retour d'expérience qui nous montrent que construire parasismique, c'est vraiment performant et ça permet de sauver des vies. Quand on construit bien, bah, y a moins de victimes et moins de blessés. On avait Jean-Paul. Tout à fait. Quand tu prends, sans te couper. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, je dis, quand sans te couper, si on prend le Japon ou le Chili qui ont ces habitudes, on voit bien que leurs constructions parasismiques tiennent le coup. Contrairement, par exemple, bon, c'est dommage, si on prend Haïti, où on a eu quand même beaucoup de morts parce que les constructions étaient mal faites et ne respectent pas il n'y avait pas de réglementation qui permettait justement, comme nous, de pouvoir respecter des règles simples parfois. Mais la simplicité ne veut pas dire que derrière, il faut rien faire, quoi. Parce qu'il y a forcément travail de simplification, mais tout en étant avec des garanties de tenue et voilà, c'est ça que je voulais dire. Jean-Paul de Pécard, qui doit être encore connecté, nous disait, c'est vrai qu'on a le zonage sismique français qui nous permet de voir le niveau de sismicité qu'on a sur certains secteurs et sa répartition géographique en France. Mais il disait finalement, ça ne nous donne pas une idée du risque sismique. Et est-ce qu'il existe des cartographies du risque sismique qui viennent croiser finalement ce niveau de sismicité et d'exposition avec la vulnérabilité spécifique du bâti? Dans le chat, je lui répondais qu'il y avait sur certains territoires des études qui avaient pu être menées, certaines anciennes, je pense notamment à GEMGEP et GEMITIS pour ceux qui les ont suivis, un petit clin d'œil à Serge Terramorci par rapport à Nice. Est-ce que tu aurais des informations complémentaires à donner sur le sujet, sur des données intéressantes disponibles sur le territoire français? Alors, je n'aurais pas de données. Par contre, ce que je peux lui répondre, c'est qu'il y a l'aléa sismique et puis après, il y a le risque. En effet, le risque tient compte aussi de la vulnérabilité. Et de toute façon, on a un aléa sismique qui est réglementé par l'État et qui dit, vous êtes dans zone 2, en zone 3, zone 4, zone 5. À partir du moment que l'État a positionné un zonage, derrière, les constructions qui sont dans cette zone doivent respecter certaines règles. Et à partir de ce moment-là, on n'a même plus besoin de se poser la question, sauf si on serait dans une zone qui serait a priori moins sismique que l'autre, donc un aléa plus faible. Et là, on peut se dire, je vais faire plus que ce que je dois. Et là, c'est du volontariat. Merci Paul. On avait une question, donc on a vu qu'il est de la responsabilité du constructeur, du contrôleur technique, du bureau d'études, alors tout dépend des cas, de finalement formaliser, fournir ces attestations. Tu as parlé d'assurance tout à l'heure, tu pourras peut-être nous en dire deux mots s'il faut systématiquement une assurance spécifique pour être finalement en charge de ces attestations, mais les services instructeurs finalement des permis de construire disaient, et nous, comment on est accompagné pour vérifier la conformité de ces attestations? Est-ce qu'il y a des formations, des outils spécifiques qui peuvent aider? Alors, je répondrai tout simplement en disant que les attestations sismiques ont été formatées pour répondre à un besoin. Un besoin, c'est quoi? Réduire la vulnérabilité. Et on a élargi le spectre des cibles. Donc, maintenant, il y a les maisons individuelles, il y a tous les bâtiments qui sont construits en zone sismique 3, 4, 5, en tout cas, et pour la zone 2, pour les bâtiments en catégorie d'importance 3 et 4, parce que les maisons individuelles ne sont pas dedans. Par contre, à partir du moment que l'attestation, en effet, qui est a priori plutôt technique dans la partie achèvement des travaux, c'est un engagement de l'attestateur. Donc l'attestateur, lui, il s'engage, donc d'où l'obligation d'avoir une assurance, parce qu'en fait, il s'engage sur des éléments que lui a fourni le maître d'ouvrage. S'il n'a pas contrôlé ou n'a pas suivi le chantier de A à Z, on peut se poser la question comment il peut être sûr que ça a été fait. Donc là, j'avoue que c'est un petit
un petit trou noir ou un petit vide dans la procédure qui a été introduite par l'État. On atteste, on a une assurance. Ben, la responsabilité de chacun, c'est de savoir est-ce qu'on est capable ou pas de mener la mission. Et là, je pense que c'est là qu'il faudra savoir qui va s'engager dans la rédaction de ces attestations. L'autre chose aussi qui est un petit peu borderline, comme je l'ai pu en discuter avec mes collègues contrôleurs techniques, c'est qu'on est constructeur de maisons individuelles, donc constructeur en tant que réalisateur, et finalement, on auto-teste, ou atteste, pardon, que notre maison respecte les règles. Donc, il y a un côté aussi jugé parti qu'il faudra aussi gérer. Et là, donc, comme c'est tout nouveau, mais on va voir avec le temps comment ça va se mettre en place. Mais à mon avis, vu la responsabilité à prendre parce qu'on quand même, c'est la sauvegarde des vies, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être se rester en retrait et laisser les experts ou ceux qui savent prendre ces responsabilités. Voilà. Responsabilité, ouais. C'est sûr, ça engage. Et donc, du coup, pour finir, par rapport aux instructeurs, les instructeurs de services techniques, ben, ils ont à récolter quoi? L'attestation. Sur la foi d'un attestateur. Donc, à mon avis, je ne pense pas qu'ils aient trop de trucs. La seule chose que je peux le dire, mais ça prêche pour ma paroisse, c'est que, en tout cas, pour l'attestation sismique, via le logiciel, si c'est des maisons individuelles, forcément derrière, le fait d'avoir le CPMI qui a été le référentiel pour les maisons individuelles, ben, forcément, on sait que ça a été fait. Mais pour les autres cas, je ne peux pas dire plus que, ben, écoutez, prenons nos responsabilités chacun et faisons en sorte que nous réduisions la vulnérabilité des maisons pour que en cas de séisme, les gens soient protégés. Ok. Sur le logiciel que tu as présenté, qui paraît particulièrement intéressant, tu as parlé de l'expérimentation qui a été préalable finalement à sa mise en service et puis de sa vérification également. Et on avait une question, une réaction sur la validité et l'homologation de ce logiciel. Et puis peut-être que tu peux nous parler des conditions d'accès. Oui, bien sûr. Alors, l'homologation, alors les logiciels ne sont pas homologués, puisque tout le monde tout le monde. Il y a plein de logiciels qui existent sur la place et personne n'a posé la question. Est-ce que moi-même, je ne vais pas les citer de nom, j'ai eu à utiliser des logiciels où c'est moi qui débuguais le logiciel en disant « Ah, ça, c'est pas bon, je l'ai fait, ça marche pas, c'est pas les... Ah oui, d'accord, ok, on prend note. » Donc voilà. Donc du coup, ce que je peux vous dire, c'est que le logiciel, c'est un travail de mise en musique, de formules, etc. Et donc là, moi, la démarche que j'ai faite, c'est une démarche personnelle. J'ai demandé à ce qu'il y ait une labellisation de la FPS parce que la FPS a participé à la rédaction des guides. Donc, du coup, connaît le guide et donc, du coup, en prenant le logiciel, en comparant sur des exemples le résultat donné par le guide et par le logiciel, ça permet de pouvoir minimiser les risques de bugs ou d'erreurs. Donc ça, c'est moi qui ai décidé de faire cette labellisation. Donc, ce n'est pas une homologation, c'est une labellisation qui, comme son nom l'indique, a une portée qui est ce qu'elle est. Maintenant, c'est clair que pour tout ce qui est réalisation, utilisation de guides, etc., c'est de l'application, donc du coup, c'est une application volontaire. Alors, pour mon logiciel, c'est un accès, c'est une web application, donc il faut aller sur le serveur lcdp65.com, s'enregistrer comme on fait pour n'importe quel site web avec un nom, un mot de passe, et derrière ça, et vous avez accès déjà à pas mal d'informations, des documents, etc., qui sont sur le web, en fait, sur le site web. Et si vous voulez utiliser le logiciel, donc il faut acheter une licence. Et la licence, elle est disponible via, comme on fait des achats sur le web. Alors, je voulais quand même attirer l'attention pour la zone 5. La zone 5, pour la Guadeloupe et la Martinique, comme le logiciel a été aidé financièrement par Action Logement encore et la CER Guadeloupe et la DL Guadeloupe, pour les professionnels guadeloupéens et martiniquais qui veulent utiliser ce logiciel, ils ont un accès gratuit, donc une mise à disposition annuelle d'un an du logiciel version standard. Donc, ils pourront l'utiliser. C'est la façon de contribuer à la réduction de vulnérabilité de mon île, ou en tout cas de la zone Antilles. Grâce à ça, ils pourront l'utiliser et pouvoir justement répondre à la demande. Excellent. À faire connaître, on mettra peut-être, on rappellera à tous bien sûr l'adresse du site internet pour ceux qui veulent se renseigner plus avant sur le logiciel. Malheureusement, le temps est écoulé et c'est le jeu de ces webinaires d'1 heure, mais n'hésitez pas à recontacter Paul Quistin si vous avez des questions, des approfondissements sur son intervention. On te remercie encore infiniment, Paul, de nous avoir consacré ton temps. Merci. Et puis de participer
la passion qui t'anime en matière de génie parasismique et puis pour cette intervention pédagogique est toujours aussi claire. Pour ceux qui sont intéressés, donc pour le prochain webinaire, donc nous serons le 14 mars, même heure, mais sur Teams cette fois-ci, avec Jean-Jacques Gauthier de Prévention Maïf qui nous parlera de la plateforme Préventred et de la mobilisation citoyenne face au risque. On espère vous compter nombreux. Et puis, on a une petite quinzaine de webinaires programmés cette année. Donc, Laurence vous diffusera toutes les informations. Vous aurez également un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé, qui vous est partagé. On a vraiment besoin de vos retours pour savoir si ce format vous convient, si la thématique vous plaît et recueillir également vos idées pour d'autres thématiques. En tous les cas, merci d'avoir répondu nombreux encore une fois. Et encore merci Paul et j'espère à très bientôt Paul. Alors, merci en tout cas à la FPCNT de m'avoir invité à ce webinaire. C'est un plaisir pour moi de partager ce savoir ou ces connaissances, surtout de pouvoir déminer un petit peu l'approche parasismique. Les gens ont tendance à avoir peur. Non, on a des moyens, on a des outils pour pouvoir construire correctement et protéger nos concitoyens et citoyens. Voilà, merci encore et puis à bientôt. Et un petit clin d'œil à la FPS, association de cœur pour moi. Oui, merci à la FPS aussi pour tout le travail qu'il fait pour vulgariser tout ça. Merci, au revoir, bye. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.